Pour le jour du Vendredi Saint, le musicien allemand Buxtehude a composé en 1690 une cantate sur la Passion intitulée Membra Jesu Nostri, les membres de notre Jésus, où successivement sont vénérés les pieds du Christ, ses genoux, ses mains, son côté, sa poitrine, son cœur et sa face. On peut se demander quel sens il y a pour le croyant à se tourner en latin ad pedes, ad genua, et ainsi de suite. Dans un tout autre contexte, au début du film Le Mépris de Jean-Luc Godard, on voit l'actrice Brigitte Bardot allongée nue, qui passe en revue ses pieds, ses jambes, ses fesses, ses seins, et qui demande à chaque fois à son mari, dans le film c'est Michel Piccoli, s'il les aime. Dans les cas opposés de la douleur physique ou de l'amour charnel, l'expérience du corps humain n'est pas celle d'un tout homogène et indifférencié, comme notre façon de dire le corps pourrait nous le faire croire, mais celle d'un corps multiple, aux ressources de souffrance et de jouissance complexes. J'aimerais m'arrêter cet après-midi sur la signification symbolique de certaines de ces parties, pas toutes naturellement, en rapport avec leur usage. J'appliquerai à leurs propos l'affirmation d'un psychanalyste, Didier Anzieux, qui écrit ceci: « Toute activité psychique s'était sur une fonction biologique. » Donc l'âme est, si je puis dire, en prise directe sur le corps. Il y a donc, en ce sens, un fondement objectif à la signification symbolique. Certes, j'accorde volontiers que chacun a son expérience propre et insubstituable de son corps, et qu'il y a aussi une part subjective de l'imaginaire. Mais je préfère me tourner vers ce que Gilbert Durand, que je n'ai pas mis dans la bibliographie, mais c'est un oubli, Gilbert Durand, les structures anthropologiques de l'imaginaire, a étudié ces structures de l'imaginaire qui sont quasiment communes aux hommes et partagées par les différentes cultures, dans la mesure même où le monde où nous vivons est un monde commun. C'est dans la pensée antique une opposition que l'on trouve par exemple chez le philosophe Héraclite entre monde privé et le monde privé pour Héraclite c'est le sommeil, c'est les rêves, le idios cosmos, l'idiotie c'est ce qu'on ne peut pas partager, c'est ce qui est propre à chacun, et puis le monde commun, le koinos cosmos, qui est le monde effectivement dans lequel nous vivons. En linguistique, on distingue la dénotation et la connotation à propos d'un terme. La dénotation, c'est le sens partagé. Par exemple, si je prends cet objet stylo-bic, eh bien un stylo-bic, si je dis que j'ai acheté un stylo-bic, tout le monde comprendra que je n'ai pas acheté une baguette de pain ou une bouteille d'eau. C'est, si je puis dire, le sens objectif, la dénotation. Donc il y a un premier niveau, c'est l'objet lui-même, ensuite le sens objectif, le sens dénoté, et puis la linguistique parle de connotation, c'est-à-dire cette frange propre à chacun qui fait que quand on parle d'un stylo-bic, eh bien vous allez avoir chacun certaines images, certains souvenirs éventuellement, qui peuvent vous venir et qui sont propres à chacun. Alors cet aspect des choses, je le laisse de côté, non qu'il ne soit pas intéressant, mais il faut bien choisir, et je choisis l'angle objectif, ce pourquoi la signification symbolique des parties du corps que j'évoque est à chaque fois associée à l'usage du corps. Pour éviter, comme je le disais dans la présentation, un simple catalogue qui irait des pieds à la tête, je vais présenter différents groupes de parties du corps. D'abord, il y en aura 4, d'abord ce qui relève du mouvement, ensuite certaines parties qui sont associées aux 5 sens, puis les organes sexuels, et en dernier lieu, certains des organes internes. Alors comme il a été dit tout à l'heure, cela correspond, c'est un hasard de calendrier, à la publication d'un grand dictionnaire qui est le dictionnaire du corps, publié au PUF par Michela Marzano. Alors ça répond au désir qui était énoncé, puisque dans ce très gros dictionnaire, presque 2000 pages, il y a déjà beaucoup sur l'avenir du corps, les cyborgs, tout ce qui peut changer dans notre rapport au corps, se trouve dans ce volume dirigé par Madame Marzano. J'aimerais
reprendre cette fois quelque chose d'ancien, puisque ça vient d'Aristote. Au début de ses traités biologiques, Aristote a écrit des livres de philosophie, mais il a écrit aussi des livres de biologie sur les parties des animaux, justement. C'est un livre que je vais citer plusieurs fois. Et puis aussi sur la génération des animaux, sur le mouvement des animaux, un très long livre qui s'appelle « L'histoire des animaux ». Eh bien, au début de cet ensemble biologique, Aristote dit « il faut savoir s'émerveiller », en grec tomazein, devant tout ce qui parfois peut nous dégoûter. C'est-à-dire, si on est philosophe ou scientifique, pour Aristote, philosophe a un sens large, eh bien, on va trouver des merveilles, des sujets d'étonnement dans toutes les parties du corps humain. Petite précision, je ferai un petit peu comme dit Boileau, j'appellerai un chat un chat. Il faut bien appeler les parties du corps par leur nom et en essayant justement de montrer que dans toutes ces parties, il n'y en a pas qui soient particulièrement valorisées, même si dans certaines traditions, certaines parties sont plus valorisées, mais en fait, en réfléchissant bien, toutes les parties du corps ont leur propre beauté ou leur propre charge justement symbolique. Le premier groupe sur lequel je m'arrête est donc le rapport des organes et du mouvement, et donc ce qui est lié aux articulations. Le mouvement fondamental pour l'homme, c'est évidemment la marche, le fait de se mouvoir et de se mouvoir sur deux jambes. Le petit homme doit apprendre à marcher comme à parler ou à s'habiller. La marche sur deux jambes, la station droite, est l'un des traits anthropologiques fondamentaux. Mon premier point décrira donc cette situation globale du corps qui se tient debout. Le préhistorien André Leroi-Gourhan explique dans ses différents livres que la station debout permet la libération de la main. En une formule un peu lapidaire, il dit « l'homme, c'est le pied », en disant parce que grâce au pied, on peut se tenir droit, et en se tenant droit, on libère la main. On n'est plus comme un animal qui, sur ses quatre pattes, qui ne peut pas utiliser ses mains ou ses membres antérieurs à autre chose qu'à marcher. Même dans le cas du singe, le singe utilise beaucoup pour se mouvoir ses mains. Bon, ce n'est pas le cas de l'homme. Alors, ce schéma d'une libération d'une partie du corps humain est un schéma que Leroi-Gourhan esquisse et commente assez précisément pour montrer que finalement toutes les techniques viennent pour libérer des parties du corps humain. Et donc la main, elle, est libre, et on peut prendre un stylo, un marteau, tout instrument que vous voulez, mais l'ensemble des techniques a eu le même projet, ou en tous les cas le même résultat, c'est-à-dire que en utilisant un cheval, une voiture, eh bien l'homme libère aussi ses jambes, et donc va les préserver, va faire qu'il sera moins fatigué. Même chose en utilisant un couteau, eh bien on préserve ses dents. En utilisant des papiers, en utilisant un disque dur sur l'ordinateur, on préserve sa mémoire, on extériorise, si vous voulez, ce que l'on pouvait faire à l'intérieur. Donc ça, c'est les parties du corps humain, si je puis dire, vont être libérées, et pas simplement la main, de leur charge, de leur travail qui pouvait les aliéner. Et en ce sens, la première libération, qui est la libération fondamentale, c'est celle de la main, naturellement, utilisée par notre intelligence, l'homo faber, l'homme qui fabrique, et aussi l'homme qui parle, l'homme qui est intelligent. C'est pourquoi, dans un premier temps, c'est une sorte de l'homme debout qui, de la tête aux pieds, unit ses pieds et son cerveau. Le cerveau n'est pas une partie du corps tout à fait comme les autres, d'une part parce qu'on n'en a pas une sensation, comme on peut avoir une sensation, ou vraiment rarement, directe, et puis bien souvent parce qu'on l'expérimente comme le lieu de notre identité. C'est-à-dire que la tête, le visage, et plus particulièrement la pensée, eh bien, on la situe spontanément au sommet de notre corps. S'il pouvait y avoir une greffe de cerveau, qui serait le donneur ? Qui serait le receveur ? Celui qui recevrait un cerveau étranger
ou bien celui qui aurait un nouveau corps associé à son cerveau. Alors, ce sont des problématiques contemporaines, les greffes d'organes sont récentes, mais déjà en 1855, Auguste Comte, le fondateur de la sociologie et du positivisme, écrit à l'un de ses disciples, et Auguste Comte a beaucoup réfléchi sur justement le statut du cerveau, sur la phrénologie, sur la science qui s'intéresse au rapport entre le corps et la pensée. Il écrit en 1855 à un de ses disciples, je cite, « Si le renouvellement des corps était possible, chaque cerveau bien constitué pourrait ordinairement user 2, peut-être 3 corps, car cet appareil est le plus vivace de tous. La statue ne tombe le plus souvent que par la faute du piédestal. Quand Fontenelle s'éteignit après un siècle de digne activité, son cerveau pouvait encore fonctionner longtemps. » Donc là, on a une sorte de dualisme entre un organe principal, le cerveau, qui serait notre identité, et puis les autres organes qui seraient secondaires. Alors déjà chez Platon, on a cette idée, est-ce que le corps n'est pas un vêtement, et est-ce qu'on ne pourrait pas en changer, comme on change, si vous voulez, de chemise, eh bien on changerait de corps. Alors bon, Auguste Comte ne va pas jusque-là, il dit 2 ou 3 corps, mais ça laisse quand même un petit peu rêveur, et il n'est pas sûr que la faculté donne raison à Auguste Comte, le cerveau, lui aussi, vieillit et se fatigue. Il n'est pas le cœur, parfois, est un organe plus résistant que le cerveau. Le roi Gourand a, à mon sens, une vision plus unitaire et plus juste de l'homme quand il écrit ceci. L'homme constitue sans doute un tout, mais son corps et les manifestations de son esprit sont perçus depuis toujours comme distincts, et les religions, comme les philosophies, se sont alimentées de cette distinction. Que le cerveau soit l'organe de la pensée ou son instrument ne change rien au rapport du corps et du subtil réseau des fibres qui l'animent. L'évolution se traduit matériellement par une double ligne de faits, d'une part le perfectionnement cumulatif des structures cérébrales, d'autre part l'adaptation des structures corporelles suivant des règles directement liées à l'équilibre mécanique de cette machine qu'est l'être vivant immobile. Entre cerveau et charpente, les rapports sont de contenu à contenant, avec tout ce que l'on peut imaginer d'interaction évolutive. Donc cerveau et charpente, l'intelligence, et puis justement ce corps qui se meut. La charpente dans le corps humain, notre squelette, nos muscles et nos organes reposent, quand nous sommes debout, sur nos pieds écartés pour former ce que l'on nomme le polygone de sustentation. Cette aire qui est ma place à chaque fois dans le monde. Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, fait l'éloge de, je cite un vers du poème intitulé « La danse macabre », l'élégance sans nom de l'humaine armature. L'élégance sans nom de l'humaine armature. Les os permettent de désigner l'ensemble du corps, ces os qui nous supportent finalement, qu'on ne voit pas, on n'en a pas, ou rarement, fort heureusement, une expérience directe, mais ils nous supportent. Dans les psaumes, c'est le psaume 6, nous pouvons lire ceci, « Pitié pour moi, Yahvé, je suis à bout de force, guéris-moi, Yahvé, mes os sont bouleversés, mon âme est toute bouleversée. » Donc là, l'opposition corps-âme devient une opposition âme os. Les os représentent justement cette architecture qui supporte le corps, mais qui est en même temps articulée. Donc, si vous voulez, la notion d'articulation est décisive pour penser le corps. Le corps n'est pas un ensemble, une sorte de tout qui serait homogène. C'est toujours un corps avec des parties, un corps articulé. Alors, cette articulation, c'est une articulation verticale et toute la tradition occidentale a proposé une lecture allégorique de la station debout, de l'homo erectus, pour le dire en latin, donc une interprétation allégorique, un sens, si vous voulez, au plante futonne ou un arbre, une plante non pas terrestre mais céleste. Alors pourquoi céleste ? On est une sorte de plante inversée pour Platon, en ce sens que la bouche des plantes, la racine, est dans la terre.
alors que l'homme, lui, a sa bouche en haut et les yeux sont tournés vers le ciel. Et alors ça, ce sera repris dans l'Antiquité païenne ou dans l'Antiquité chrétienne de façon continue. L'homme est debout pour regarder le ciel, pour faire de la science, pour rendre gloire à Dieu. Il y a toutes sortes de variantes, mais à chaque fois, la station droite correspond à l'intelligence de l'homme et à la possibilité pour l'homme de saisir l'ensemble du monde. Si vous voulez, les vaches, leur museau au ras de l'herbe, lèvent parfois pour regarder des trains, dit-on, mais le plus souvent, elles sont occupées à manger. L'homme, lui, va regarder autre chose, va regarder au loin. Il y a une sorte d'appel vers le lointain dans la structure même du corps humain. Alors, sans doute, dit Aristote, l'ours peut-il se tenir droit? Mais, précise-t-il, ce n'est qu'un moment mu par la violence. Alors, il parle aussi des hérissons qui se tiennent droit pendant leurs amours à cause de leur piquant. Mais, vous en conviendrez, c'est là encore un moment assez... ce n'est pas le plus souvent et ce n'est pas constitutif de ce qu'est le hérisson de se tenir droit pendant l'accouplement. Au contraire, dit encore Aristote, la station debout est la position la plus naturelle pour l'homme parce que, je cite, « seul parmi les êtres que nous connaissons, ou du moins plus que tous ces êtres, il a une part du divin. » Alors, avoir une part du divin, pour Aristote, ça veut dire avoir une part à la raison et à la possibilité, au logos en grec, à la possibilité de parler et de comprendre un sens, ce que les animaux ne peuvent faire chez Aristote que d'une façon assez et même très limitée. Cette participation voit le jour donc chaque fois que nous parlons. Et il y a un lien chez Aristote, que Aristote décrit, entre la station debout, le fait de parler, et justement que notre visage soit un vis-à-vis par rapport, dans un face-à-face avec autrui. C'est dans son livre « L'histoire des animaux » qu'il précise ce point, je cite, « La partie qui est au-dessous du crâne s'appelle la face, mais seulement chez l'homme, à l'exclusion des autres animaux. On ne dit pas en effet la face du poisson, ni d'un bœuf. La partie de la face sous le bregma, entre les yeux et le front, c'est donc cette partie-là. Un peu plus loin, il dit, chez l'homme, la partie comprise entre la tête et le cou s'appelle la face, nom qu'elle doit, semble-t-il, à sa fonction. Car du fait que l'homme est le seul animal qui se tienne droit, il est aussi le seul qui regarde de face et qui émet sa voix en face. En grec, le visage se dit pros opon. Opon, c'est une racine qu'on retrouve dans optique en français, c'est donc le fait de voir, et pros, devant. Donc, si vous voulez, le visage, notre mot visage vient du latin visum, ce qui est vu, alors que pour le grec, prosopon, c'est ce qui peut regarder. Il y a cette idée de la vision qui déterminerait le sens même de la face. La verticalité pour l'homme n'est donc pas une pure et simple détermination géométrique opposée à l'horizontalité. C'est une stature et un statut où l'on se tient et selon lequel on est engagé dans le monde. L'apprentissage de la marche va de pair pour l'enfant, je le disais tout à l'heure, avec celui du langage. En se levant, l'homme déploie le volume de son corps pour porter son regard au-delà du sol. L'érection du corps s'accompagne de la projection par l'attention sensorielle ou la profération d'un sens vers un au-delà de nos sensations. Le pied est en nous cette partie qui fait le lien entre nous et le sol, entre notre corps et le corps de la terre. C'est notre assise, la promesse toujours tacite de pouvoir nous lever, marcher, aller ailleurs. Un poète de la Renaissance, François Sagon, c'est dans le livre qui s'appelle « Blason du corps féminin », écrit ces deux vers, « Pied sans lequel un corps captif demeure. Pied dont le corps a besoin à toute heure. » Pied dont le corps a besoin à toute heure. Alors c'est un besoin virtuel. Actuellement, on n'a pas besoin de notre pied. Mais on a quand même besoin de notre pied
pour être rassurés que nous pourrons quitter cet amphithéâtre tout à l'heure. Le pied va nous servir. Il est en attente, si vous voulez, et même assis, le pied fait, comme je le disais, le lien avec le sol. Donc, c'est une partie qui a été dans toutes sortes de légendes, dans toutes sortes de mythes, au centre d'un intérêt particulier. Pensez à la légende d'Édipe, dont le nom veut dire en grec pied enflé, parce qu'on a percé ses pieds au moment de sa naissance, et qui a donné un trait singulier dans toutes sortes de cultures. La boiterie est le signe d'une excellence. Il y a un article de Jean-Pierre Vernant fort intéressant sur ce point, le tyran boiteux. Eh bien, la particularité, si vous voulez, de la démarche indique un destin particulier. Donc, je crois que le pied peut, en effet, comme dit le roi Gourand, être considéré comme un trait anthropologique déterminant. Après le visage et le pied, à mi-corps, si je puis dire, la troisième partie du corps humain que j'envisagerai, qui est encore associée à notre station droite, ce sont les fesses. Aristote explique « L'homme possède des fesses, ce que n'a aucun quadrupède. De plus, l'homme a les membres postérieurs charnus, les jambes, les mollets, aussi bien les cuisses que les jambes, tandis que tous les autres animaux ont ces membres dépourvus de chair. La nature a organisé les fesses de telle sorte qu'elles puissent servir au repos. En effet, pour les quadrupèdes, la station debout n'est pas pénible. Un cheval, ou une vache reste effectivement le plus souvent sur ses quatre pattes. Et il ne souffre pas de la garder continuellement. Tandis que pour l'homme, il n'est pas facile de demeurer tout droit et son corps a besoin de se reposer et de s'asseoir. » Fin de citation. Si on associe souvent les fesses à une certaine grivoiserie, et au singulier le terme est plutôt péjoratif quand on en fait le centre d'intérêt principal de quelqu'un, pour Aristote, en biologiste soucieux du comportement, nos fesses sont en revanche comme une sorte de coussin naturel destiné à la station assise. L'homme est l'animal qui s'assoit pour étudier, prendre ses repas ou délibérer dans les assemblées. Notre terme français de session, à propos du Parlement, à propos des examens d'ailleurs aussi, ou d'un concile, vient du latin sessio, qui signifie simplement le fait d'être assis. Accepter de prendre un siège et de s'asseoir, c'est ouvrir la possibilité d'une parole qui prend son temps, d'un débat, voire d'une conférence, comme en ce moment, en renonçant à la position debout, qui est celle de la marche, certes, mais aussi celle du départ imminent et de l'agressivité. En s'asseyant, dans toutes les cultures, le fait d'offrir un siège est un geste d'accueil. Notre position assise, grâce au confort de notre postérieur, met un moment au-devant de notre corps une autre partie qui est importante dans la tradition, ce sont nos genoux. Les genoux qui, quand on s'assoit, sont le plus souvent offerts. Dans la symbolique antique, en effet, les genoux occupent une place toute particulière. Richard Onians, il y a la référence sur la photocopie, Les origines de la pensée occidentale, c'est un livre très touffu où il y a beaucoup de références, beaucoup d'analyses et qui est fort intéressant sur les rapports du corps et de l'esprit. Eh bien, dans son livre, Onians écrit ceci: « Le genou était d'une certaine manière considéré comme le siège de la paternité, de la vie et du pouvoir d'engendrer, aussi impensable que cela puisse nous paraître. » André Meillet, c'est un grand linguiste latiniste, explique « Genuius » comme signifiant celui qui a été reconnu par son père comme authentique et comme sa propre progéniture en étant reçu sur ses genua. Euripide parle des genoux comme des membres de la génération. Le mot russe kolieno, en polonais kolano, signifie soit le genou, soit la génération, la race. La même association apparaît en lapon, en finnois. Cela suggère que le fluide ou le contenu liquéfiable de l'articulation, dont on ignorait la vraie fonction, était classé avec le fluide cérébrospinal ou la substance liquéfiable, le fluide de la vie, est passé pour participer à la semence. C'est pourquoi, donc, fin de citation, c'est pourquoi dans les cultures antiques, le geste des suppliants est de toucher les genoux de la personne qu'on supplie. Pline l'Ancien
dans son histoire naturelle, écrit également, je cite, « Dans la tradition populaire, certains caractères religieux s'attachent aux genoux de l'homme. Les suppliants les touchent, tendent les mains vers eux, les adorent comme des autels, peut-être parce qu'ils renferment un élément vital. En effet, dans la jointure même de chaque genou, à droite et à gauche, de la partie antérieure, se trouve une double dépression en forme de bouche, d'où lorsqu'elle est ouverte par une blessure, la vie s'écoule comme de la gorge tranchée. » Et encore un auteur latin, Apulée, c'est deuxième après Jésus-Christ, Apulée, lui, rattache génois, le terme genou, au terme latin genium, qui a donné notre français génie. Le génie, bon, pour nous, c'est passé dans une tradition un peu romantique, le génie de quelqu'un, mais au départ, c'est comme le bon génie ou le malin génie. Le génie, ça correspond au grec daimon, le démon, notre ange gardien, si vous voulez, une dimension psychique qui nous accompagne notre vie durant. Donc, ce genium, eh bien, Apulée écrit ceci, car ce Dieu, donc notre démon personnel, qui n'est autre que l'âme individuelle, bien qu'immortelle, est d'une certaine manière engendrée. Et il joue sur le mot engendré en faisant entendre G-E-N, gen, comme dans genou, engendré avec l'homme. Ainsi, les prières adressées au génie et au genou attestent à mes yeux l'assemblage et l'entrelacement de notre nature en embrassant dans ces deux vocables le corps et l'âme dont l'union et l'accouplement constituent notre être. Corpus atque animum, quorum communio et copulatio sumus. Nous sommes la communion et la copulation du corps et de l'âme. Et cette union se fait en certains lieux. Alors, pour les anciens, le genou est un lieu symbolique de cela. Ces remarques anciennes permettent de donner une affirmation à une phrase, un sens, à une affirmation d'un personnage de Cocteau. Cocteau connaît fort bien la culture ancienne. Il écrit des pièces qui sont des sortes de pastiches ou des calques ou des reprises de mythes anciens, notamment le mythe d'Édipe dans La Machine infernale. Et dans La Machine infernale, Jocaste, la femme, donc la mère-femme d'Édipe, dit à un moment ceci. Elle est prise d'un jeune soldat et il dit « Il est beau, j'adore ses genoux, c'est aux genoux qu'on voit la race. » C'est aux genoux qu'on voit la race. Donc, si vous voulez, il y a des thèmes antiques qui peuvent revivre dans la littérature, indépendamment des croyances sur le liquide qui se trouvait dans l'articulation. Aussi importantes que soient les parties du corps associées à la marche et à la station droite, elles paraissent cependant secondaires par rapport à l'extrémité de notre bras, la main, qui depuis toujours a fasciné l'homme. Donc, quatrième partie du corps, ou cinquième, je n'ai pas compté mon énumération, la main qui, en effet, a fasciné l'homme depuis l'Antiquité. Si vous pensez aux grottes préhistoriques, on voit des mains négatives, les hommes qui utilisent leurs mains comme une sorte de pochoir et qui sont fascinés par leurs propres mains. Il y a un lien particulier, très fort, entre le fait d'être un homme et le fait d'avoir des mains, au point que nos mains semblent, et un grand nombre de descriptions vont dans ce sens, avoir une vie propre. Francis Ponge, dans son poème qui s'appelle « Première ébauche d'une main », souligne cette quasi-autonomie de la main. Il écrit ceci « Agitons donc ici la main ». Il écrit en majuscule « La main de l'homme ». La main est l'un des animaux de l'homme, toujours à la portée du bras, qui la rattrape sans cesse, sa chauve-souris de jour. Reposée, ci ou là, colombe ou tourtereau, souvent alors rejointe à sa compagne, puis fort agile, elle revolette alentour. C'est une feuille, mais terrible, prégnante et charnue. C'est la plus sensitive des palmes et le crabe des cocotiers. Voyez la droite ici courir sur cette page. Voici la partie du corps la mieux articulée. Il y a un bœuf dans l'homme jusqu'au bras. Puis, à partir des poignets, où les articulations se démultiplient, deux crabes. C'est dans le recueil Pièces de Francis Ponge que vous avez cette belle description de la main.
Un auteur chrétien, Lactance, dans son livre qui s'appelle « L'ouvrage du Dieu créateur », l'ouvrage en question, c'est le corps humain, c'est entièrement consacré aux différentes parties du corps humain, eh bien, Lactance, lui, si je puis dire, est plus inquiet par rapport à cette autonomie de la main et à dans Ponche, ça devient comme une chauve-souris, une colombe, enfin, toutes sortes de métamorphoses. Eh bien, dans l'ouvrage du Dieu créateur, Lactance précise « S'il est beau et utile que les mains se meuvent de tous côtés, à partir de leur point d'attache, donc le tronc, de même assurément, si cette même disposition survenait aussi au coude. Un mouvement de ce genre serait à la fois superflu et disgracieux. En effet, dès lors, la main, ayant perdu sa noblesse actuelle, paraîtrait, par sa mobilité excessive, semblable à une trompe d'éléphant. » Donc, que nos mains puissent bouger, certes, mais avec la rigidité du coude. Et l'objet, évidemment, du livre de Lactance est de justifier toutes les parties du corps humain. Donc, si notre coude est assez rigide, il y a une bonne raison à cela. C'est pour que nous ne soyons pas monstrueux avec des mains trompes d'éléphant. La noblesse de la main vient sans doute de l'infinité des tâches que nous pouvons faire avec elle. À son propos, Aristote a une formule célèbre, il dit la main est instrument d'instrument, en jouant, puisque en grec, instrument se dit organon, donc un organe, c'est à la fois un instrument et un organe du corps. Eh bien, la main est organon, instrument d'instrument, mais cette noblesse est précaire et la main est ambivalente. Elle est assurément le principal vecteur de la caresse. Si nous avions le temps, nous pourrions lire un long texte de Lévinas, d'Emmanuel Lévinas, qui a, dans son livre Totalité et Infini, écrit une très belle description, c'est page 225 de l'édition de référence des œuvres de Lévinas, de cette caresse et de ce contact de la main avec la chair d'autrui. Mais la main n'est pas que le vecteur de la caresse, bien sûr. C'est, quand elle est fermée, aussi le poing qui est utilisé dans la boxe, ou ouverte, qui peut servir, comme le décrit Henri Michaud, à donner des gifles. Michaud écrit ceci: « Ma colère, et là on va voir encore l'autonomie de la main, ma colère tout à coup se projeta hors de ma main, comme un gant de vent qui en serait sorti, comme 2, 3, 4, 10 gants d'effluves qui spasmodiquement et terriblement vite se précipitèrent de mes extrémités manuelles, filant vers le but, vers la tête odieuse qu'elles atteignirent sans tarder. Véritable éjaculation de gifles, éjaculation en cascade et soubresaut. » C'est le texte qui s'appelle « La mitrailleuse à gifles ». Donc là, c'est cette sorte de pulsion qui sort de la main, incontrôlable, dans le poème de Michaud. Je vois le temps passer avec inquiétude et je vais donc sauter un certain nombre de parties, notamment les doigts, pour arriver aux parties associées aux 5 sens, à certaines simplement, et je privilégierai une partie qui est assez singulière, mais qui est bien une partie puisqu'on en fait des greffes. Il s'agit de la peau. La peau s'étend en effet quasiment à l'ensemble de notre corps, donc c'est une partie qui n'est pas comme la main, l'oreille ou le pied, c'est une partie complexe et qui a une dimension symbolique complexe. Alors chez Aristote, la peau est associée au sens du toucher, et ce sens du toucher est présenté par Aristote comme un sens fondamental en tant que c'est un sens quasiment universel. C'est-à-dire c'est le sens que tous les animaux ont. Alors qu'il y a des espèces aveugles ou des espèces qui n'ont pas d'odorat, mais même une huître, si vous mettez du citron dans votre huître, elle va se rétracter, elle sent, si vous voulez, elle a un toucher. Donc c'est un sens universel, c'est un sens aussi universel, dit Aristote, parce que c'est lui qui nous donne le plus d'informations sensorielles variées, alors que les autres sens nous donnent, par exemple la vue nous donne la forme et la couleur, l'ouïe nous donne le son, mais il y a une sorte de spécialisation. Alors que par le toucher, par nos 10 doigts, on sent
le rugueux, le lisse, mais on sent aussi la forme. Si on tourne autour d'une statue, on voit bien, ou d'un objet, s'il est circulaire ou carré. Et puis on saisit aussi par le toucher le chaud et le froid, et le nuisible et le plaisant. Quelque chose qui nous fait mal en tant qu'on a le touché. Aristote dit, l'œil, si vous avez quelque chose qui frappe votre œil, c'est pas en tant qu'il est organe de la vue qu'il a mal, mais en tant qu'il est lésé, si vous voulez. Et ce serait la même chose pour l'oreille. Quand on entend une musique trop forte, eh bien, le tympan redevient, si vous voulez, une surface tangible, touchée, qui est lésée. Alors, chez Aristote, il y a assurément un rôle très important assumé par le toucher, la peau et la chair. La peau, je saute de nombreux siècles, se trouve au cœur des analyses du psychanalyste Didier Anzieux, que j'ai cité tout à l'heure dans son livre qui s'appelle précisément « Le moi-peau ». Alors, dans Le moi-peau, avec un tiret, Anzieux souligne la fonction constituante pour notre identité qu'a la peau. Alors, son analyse est assez longue, il distingue 9 fonctions pour le moi-peau. Je n'en retiendrai pour mon propos de cet après-midi que 4 rapidement. La peau, d'abord, c'est ce qui maintient le corps. Et donc là, ici, l'image, c'est l'image de l'écorce, comme pour une orange, si vous voulez, les quartiers qui sont réunis sous l'écorce de l'orange. Les représentations ou les fantasmes d'écorchement, comme dans certaines tortures médiévales, où on voit des tableaux parfois où on voit ces supplices. Si vous avez vu le film Le Dernier Roi d'Écosse, il y a une scène assez pénible où on voit aussi une sorte d'écorchement, où on voit une pendaison par la peau. Et c'est un beau film, un peu dur, mais en tous les cas, il y a cette scène où la peau est comme si l'homme allait perdre sa peau, on l'enlève, si vous voulez, d'un lapin ou la mue d'un serpent. Alors, évidemment, cela met la chair à vif, et dans ce cas-là, le corps semble menacé. La seconde fonction n'est plus tellement celle d'un maintien, mais au contraire d'un récipient, et d'être le réceptacle des organes internes. L'image, ce serait plus l'écorce d'orange, mais une sorte de sac en quoi tout notre corps se trouve maintenu. La mise en question de cette enveloppe épidermique ou dermique conduit à penser la peau comme une protection insuffisante. Et de ce point de vue-là, dans certains comportements, des personnes qui mettent des vêtements, qui mettent toutes sortes de maquillages, une sorte de peau artificielle, si vous voulez, qui correspond à cette fragilité du moi-peau, donc de la dimension symbolique du moi comme contenant du corps, mais aussi évidemment de nos pulsions, puisque dans le corps, nos organes sont animés de pulsions. La troisième fonction correspond à la structure, je parle de la peau au singulier, mais il faut distinguer le derme et l'épiderme, l'un sensible, puisqu'il arrive les terminaisons des nerfs, l'autre insensible, et en ce sens protecteur. Freud parle pour sa part d'une fonction de par-excitation. La peau, et cette fois, c'est peut-être pas une carapace ou une cuirasse, mais en tous les cas, ça protège et ça atténue les sensations. D'après Anzieux, la fragilité du moi-peau dans cette fonction-là serait à l'origine d'un certain nombre de pathologies, et notamment de la toxicomanie, où la drogue est censée suppléer cette fragilité, cette fonction propre du moi-peau. Même celui qui fume, qui prend du tabac, eh bien, on dit il a les nerfs à vif, il va fumer parce qu'il est stressé. Eh bien, il y a cette fonction que Anzieux décrit assez longuement. La quatrième, c'est sans doute la plus évidente, celle de séparer l'étranger et le propre. Cette fois, la peau est une frontière. Mais la peau n'est pas, bien sûr, la seule partie de notre corps associée aux organes des sens. Si j'avais le temps, il faudrait
faire une analyse comparable pour la bouche, la langue, les dents, les lèvres, les oreilles. Je m'arrêterai rapidement sur les yeux et sur le nez. Les yeux, dans l'histoire naturelle, Pline y voit, ce qui correspond à notre expérience ordinaire, le lieu le plus propre de la manifestation de nos états d'âme. Il écrit ceci: « Nul organe chez tous les animaux n'indique mieux l'état d'esprit que les yeux, mais surtout chez l'homme, où ils expriment la modération, la clémence, la pitié, la haine, l'amour, la tristesse, la joie. Le regard leur communique de nombreuses expressions, farouches, terribles, étincelants, graves, obliques, de travers, soumis, caressants. Sans aucun doute, c'est dans les yeux que l'âme habite. In oculis animus habibat. » C'est dans les yeux que l'âme habite. Alors ça, c'est un trait qu'il faudrait plus largement développer, qu'on trouve déjà chez Platon, l'idée selon laquelle le corps manifeste l'âme. Le corps, souvent on dit chez Platon, le corps est le tombeau de l'âme, et donc il faudrait s'enfuir de ce maudit corps, le corps serait une prison. Alors il y a cette tradition orphique, gnostique, mais Platon dit aussi bien, c'est à la page 400 du Cratyle, Platon dit aussi bien le corps est séma de l'âme, et il dit c'est par le corps que l'âme signifie ce qu'elle a à signifier. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas de corps, pour Platon, eh bien vous ne pourriez rien manifester, rien communiquer, rien finalement construire. L'âme, le corps est le lieu de manifestation de l'âme, le corps est le sème de l'âme. Donc évidemment, les yeux ont un rôle tout à fait important dans cette configuration. Alors pour le nez, les choses sont différentes. À vrai dire tout à fait différente. Dans la tradition, le nez est perçu comme, en somme, ce qui est au centre du visage, la clé de voûte un petit peu morphologique de notre visage, ce qui saute aux yeux, on le dit, c'est visible comme le nez au milieu de la figure. Et les deux vont être liés. Sa fonction dans l'odorat, le nez qui nous permet de sentir. Et de ce point de vue-là, l'homme ayant un odorat par rapport aux autres animaux beaucoup plus faible, l'odorat est comme intuitif, c'est un sens du discernement, si vous voulez, alors que la vision, on voit tout de suite, par exemple, il n'y a rien d'écrit au tableau, on repère un certain nombre d'informations visuelles sautent aux yeux, alors que pour l'odeur, cela paraît indéfinissable, cela paraît du domaine du proche et du lointain. Il y a un beau livre de Alain Corbin qui s'appelle « Le miasme et la jonquille », où vous avez les deux tendances de l'odorat, évidemment, les délices et la puanteur. Donc, le nez est ce lieu d'une tension, si je puis dire, que Verlaine, dans l'un de ses poèmes de jeunesse, a fort bien décrit. « Dame, dit-il, je n'ai point de nard, mais mon nard, à ta narine altérée, fera monter un doux parfum. Ce festin sera gourmand, si charmant, et cette odeur si divine, que toute pudeur en bas, tu trouveras n'être plus qu'une narine. » N'être plus qu'une narine. Alors ça vaut pour un certain nombre de parties du corps associées au sens, c'est-à-dire que quand on cherche à déterminer une sensation, par exemple une odeur, et cette femme qui sent un parfum va comme se résumer à sa narine qui est enivrée par cette bonne odeur, eh bien quand on cherche à discerner une information sensorielle, on oublie les autres, on ferme les yeux pour mieux entendre la musique, par exemple, ou on se concentre, si vous voulez, comme dans ce que décrit Verlaine. Mais dans la tradition, le nez ne correspond pas simplement à l'odorat ou à donc cette intuition dans certaines cultures africaines, le nez est le lieu de la voyance, par exemple, le lieu de l'intuition de l'avenir. On le dit en français, avoir du nez, dans la langue courante. Il est aussi associé symboliquement au sexe de l'homme. Un proverbe provençal dit par exemple « qui a bon nez a bon membre » et vous auriez un grand nombre de citations qui vont dans ce sens. Cela explique en partie seulement, mais en partie que dans des codes juridiques anciens,
l'adultère était le châtiment de l'adultère était la mutilation du nez. Alors la mutilation du nez comme symbole, si vous voulez, de une sorte de variante de la castration, mais une variante visible aux yeux de tous et qu'on ne peut évidemment dissimuler. On peut cacher une mutilation d'oreille, on peut cacher d'autres mutilations. Celle du nez a quelque chose d'effrayant. Elle sera tristement maintenue jusque dans la Russie de Catherine II. Si vous lisez la vie de Catherine II, elle a fait mutiler le nez de Pougatchov, un révolutionnaire qui s'était opposé à elle. Alors, puisque le nez symbolise le sexe de l'homme, j'en viens à ce troisième groupe. Là encore, il faudrait plus de temps pour voir différents organes et parlant de ce que je connais le mieux, du moins par expérience directe, je vais parler des organes de l'homme. Dans toutes les cultures traditionnelles, il y a eu un culte du phallus. C'est sans doute la partie du corps qui, dans les cultures traditionnelles anciennes, est le plus magnifié, représenté. Il y a des processions à Rome, mais pas seulement en Rome, en Inde, chez les Incas. C'est quelque chose, ce que Durand appelle un isomorphe, quelque chose de transculturel. Donc un culte du phallus qui est alors le signe de la fécondité. Mais ce n'est pas que la fécondité, c'est aussi associé à une certaine agressivité, voire à une certaine animalité, cette partie du corps humain masculin qui a un statut sans doute différent des autres, à la fois physiologiquement et symboliquement. En effet, l'utilisation, et ce serait vrai dans le cas des parties des organes génitaux féminins, l'utilisation ou la fonctionnalité n'est pas, comme pour les autres parties, ce qui prime, car il n'est pas nécessaire qu'une femme ait allaité, par exemple, pour que ses seins soient investis de signification. Alors qu'on a, si je puis dire, toujours déjà bougé la main, toujours déjà bougé de son pied, avant de s'y rapporter, avant d'investir de signification. Alors que là, ça s'inverse. C'est comme si le symbolique venait avant, mais ne serait-ce que chronologiquement, puisqu'on ne peut pas... l'adolescence est le lieu où ces organes sont utilisables pour la reproduction. Avant, ils peuvent être utilisables pour un plaisir, mais comme zone érogène. Mais si vous voulez, c'est marginal par rapport à leur fonction fondamentale, qui est celle de la reproduction. Donc là, il y a quelque chose de différent par rapport aux autres organes. Du même coup, les organes sexuels jouent un rôle actif dans la construction de notre identité et de notre personnalité. Alors, dans le débat sur l'origine des orientations sexuelles, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est génétique, etc. J'avoue que je n'aurai pas de réponse tranchée. Et, de mon point de vue, il y a un peu des deux. Et si vous lisez le banquet de Platon, Platon donne les deux réponses. Le mythe d'Aristophane, c'est comme un fondement physiologique aux différentes modalités du désir. Et puis, il peut y avoir l'éducation. Ce sont les premiers discours du banquet de Platon. Eh bien, cette animalité que j'évoquais est l'objet d'un débat dont saint Augustin se fait le témoin au livre 14 de la Cité de Dieu. La Cité de Dieu, c'est un livre très long, donc il est question de tout. Il est question beaucoup d'histoire au début, et puis ensuite des passions, notamment des passions de l'âme, c'est le livre 14. Et la fin, le dernier livre de la Cité de Dieu, le livre 22, dont on aurait pu parler aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps, est consacré au corps glorieux, au corps dans l'éternité. Donc le corps est présent de loin en loin, et au livre 14, Augustin réfléchit assez longuement sur les organes génitaux. Pourquoi l'homme ne se rapporte-t-il pas à son sexe comme à sa main ou à ses autres membres ? Pourquoi, dans ce cas précis, les mouvements ne dépendent-ils pas entièrement, voire pas du tout, de notre volonté ? Alors Augustin comprend cela comme une suite du péché originel, et donc une sorte d'humiliation. Suite à la faute, tu engendreras dans la douleur, et le fait que la sexualité soit donc un lieu comme d'animalité,
l'homme ne domine pas son sexe. L'équivalent dans les analyses d'Augustin, pour la femme, c'est le sang menstruel qui, la douleur associée parfois à cela. Dans le livre de Gilbert Durand, que je citais tout à l'heure, il y a de longues pages sur le thème du sang menstruel, sur ce qu'il appelle l'eau noire, la face noire, si vous voulez, de la féminité, qui fait que pendant la période des règles, la femme est comme tabou, ne pas avoir de relations sexuelles avec elle, ou dans certaines cultures, ne pas toucher certains objets. Bon, Durand présente assez clairement cela. Je crois que vous aurez une conférence de Maxime Chatham. Il y a son dernier livre qui s'appelle « Le sang du temps ». Il est question justement d'un personnage féminin négatif. Alors, il parlera du croque-mitaine, mais il aurait pu parler aussi bien de la goule, cette figure féminine comme terrifiante. Eh bien, ça correspond à cet imaginaire qu'il y aurait des signes physiologiques, si je puis dire, maudits, des signes physiologiques investis d'un sens négatif. Alors, cette autonomie du sexe masculin, Léonard de Vinci, à la Renaissance, et avec la Renaissance, l'esprit est bien différent de Saint-Augustin, l'explique différemment, en y voyant une sorte d'intelligence propre à cet organe. C'est dans les carnets, c'est traduit dans la collection Tell, chez Gallimard, où il consacre, il y a de longs développements anatomiques, et notamment un sur la Verge, où il écrit « Celle-ci a des rapports avec l'intelligence humaine, et parfois elle possède une intelligence en propre. En dépit de la volonté qui désire la stimuler, elle s'obstine et agit à sa guise, en se mouvant parfois sans autorisation de l'homme, ou même à son insu. Soit qu'il dorme, soit à l'état de veille, elle ne suit pas que son impulsion. Souvent l'homme dort et elle veille. Et il arrive que l'homme est éveillé et elle dort. Maintes fois, l'homme veut se servir d'elle, qui s'y refuse. Maintes fois, elle le voudrait et l'homme le lui interdit. Il semble donc que cet être a souvent une vie et une intelligence distinctes de celle de l'homme et que ce dernier a tort d'avoir honte de lui donner un nom ou de l'exhiber. » Fin de citation. Bon, ça c'est dans les carnets de Léonard. Pour mon propos, je crois que ce texte nous montre que la vie psychique elle-même est multiple. C'est-à-dire ce que je dis sur les parties du corps humain pourrait valoir sur les parties de l'âme. Enfin, les parties, l'âme n'est pas matérielle, n'est pas corporelle, on ne peut pas la diviser comme nos 10 doigts. Mais on a des tendances, on a des constituants psychiques multiples. Et quand on parle souvent le moi, comme ça, au singulier, c'est une construction. L'expression le moi est haïssable, on trouve dans les pensées de Pascal, eh bien, c'est en grammaire une formule assez curieuse, le moi, comme le toi ou le soi. Bon, ça fait vraiment, si je puis dire, jargon de philosophe, le soi. Bon, chez Platon, chez Aristote, on ne trouve pas l'expression le moi. On trouve qui suis-je, bon, mais on ne trouve pas le moi. C'est quelque chose qui a été construit et qui peut-être met dans l'ombre cette multiplicité de notre vie psychique, les souvenirs, les désirs, ce qui est oublié, qui est présent, etc. Eh bien, il y a cette intelligence du sexe que Léonard de Vinci indique. La sexuation nous détermine et parfois nous obsède, et pourtant, elle n'est pas synonyme de ce que nous sommes. Les greffes d'organes supposent, comme vous le savez, la compatibilité des groupes sanguins, mais nullement l'identité des sexes. Dans un tout autre contexte, Heidegger, dans son livre « Être et temps », a donné une longue description de l'existence humaine, de ce qu'il appelle le Dasein, et il dit le Dasein, donc l'existant, n'a pas de sexe. Bon, c'est au fondement, si vous voulez, et la sexualité, la sexuation apparaît comme une propriété, non pas comme une essence. Notre essence est d'être homme, au sens anthropos, être humain, et nous avons des propriétés, comme nous avons une histoire, qui est notre sexualité. Alors, à part Platon, qui, dans l'histoire de la philosophie, a minimisé fortement l'opposition de l'homme et de la femme, la philosophie a accepté le plus souvent de souligner la différence homme-femme, la complémentarité nécessaire
de l'homme et de la femme. Chez Kant, chez Auguste Comte, chez Lévinas, vous trouveriez des analyses sur masculin, féminin. C'est pas forcément d'ailleurs supérieur, inférieur, c'est simplement différent. Il me reste rapidement à parler des parties internes. Là encore, je vais aller, j'en éliminerai un certain nombre. La partie interne, sans doute la plus symboliquement la plus importante, c'est le cœur qui, comme la peau ou le visage, peut servir à désigner l'être humain. Je dis la peau parce que en français on dit par exemple sauver sa peau, et ça veut dire sauver sa vie, sauver ce que l'on est. Alors c'est un peu la même chose pour le cœur qui désigne l'être humain dans sa totalité. Il est le plus souvent le seul organe interne dont nous ayons conscience, que nous sentons battre dans cette pulsation de la diastole et de la systole, qui, si je ne me trompe, a lieu 100 000 fois par jour. Donc c'est quelque chose qui accompagne notre vie, mais dans l'effort, dans la peur, le rythme cardiaque s'accélère, dans la mort, il s'arrête. Le cœur a été ainsi considéré par la plupart des anciens comme le siège de l'âme. Dans le taoïsme, par exemple, le commentaire sur la grande règle explique que la volonté et la conscience confondues viennent du cœur comme l'eau vient du puits. Dans l'Ancien Testament, Dieu, qui voit au-delà des apparences, parfois trompeuses du visage, et dit « Regardez le cœur seul et jugez nos actions selon notre cœur ». Par exemple, premier livre de Samuel, 16, 7, Jérémie 11, 20, mais il y a de nombreuses références. Regardez un dictionnaire biblique, le cœur, c'est effectivement Dieu sonde les reins et les cœurs. Il faudrait parler aussi des reins, cette partie du corps qui pour les anciens est une partie de la force vitale, de l'énergie. Eh bien, le cœur, c'est dans toute la tradition cette source première. Dans le Cantique des Cantiques, l'Aimé dit ainsi « Je dors, mais mon cœur veille » pour indiquer la permanence d'un amour que l'inconscience n'altère pas. On comprend facilement la force symbolique de l'opération de la greffe du cœur, telle que l'a décrite le philosophe Jean-Luc Nancy. Dans la bibliographie, j'ai mis un autre livre de Nancy, Corpus. Mais il a aussi écrit un peu plus tard le récit de sa greffe du cœur. Il a été greffé en 2000 et en 2001, 2002. Il décrit donc ce que ça fait d'avoir le cœur d'un autre. Il dit d'ailleurs peut-être est-ce le cœur d'une femme, puisqu'on ne sait pas l'identité du donneur. Il décrit ce trouble et en même temps cette joie de la greffe du cœur. C'est un petit livre qui s'appelle L'intrus, celui qui a fait intrusion dans sa vie. Une partie du corps sur laquelle notre culture est peut-être moins sensible, mais qui a été très important dans l'Antiquité, c'est le foie. Le foie qui, en effet, produit la bile et donc s'inscrit dans une thématique des humeurs. Vous connaissez, quand on dit que quelqu'un est sanguin ou quelqu'un est lymphatique, mélancolique, ça s'appuie sur des catégories de l'ancienne médecine selon laquelle nous avions 4 humeurs et la prédominance de ces humeurs déterminait le tempérament. Là, on a déjà cette copulatio de corpus et animus, du corps et de l'âme, les humeurs qui sont dans notre corps. Eh bien, ces humeurs correspondent, ça vaut dans l'Antiquité romaine, mais jusqu'à la Renaissance, jusqu'à Dürer au moins, sont en correspondance avec les saisons, avec les 4 saisons, avec les 4 vents, avec également les parties donc du corps, le sang, etc., avec les âges de la vie, la jeunesse, la maturité, la vieillesse et l'enfance. Eh bien, le foie produit la bile qui est associée au feu, à l'été, à la jeunesse. Le foie, vous en trouveriez une assez longue description intéressante dans le Timée de Platon, encore ce dialogue tardif de Platon, où Platon dit le foie est très lisse et sert en quelque sorte à refléter, à être intermédiaire entre le rationnel et l'irrationnel. Le foie
je cite Onions, est au centre, enfermé jusque sous le dôme que forment le diaphragme, le cœur et les poumons. Il est donc anatomiquement ce qu'il y a de plus caché, si vous voulez, ce qu'on voit le moins, même quand on fait une anatomie ou une dissection. Il apparaît comme l'organe des sentiments profonds, du goût et du dégoût. Il faudrait développer également ce qui concerne le sang, d'autres humeurs. Je terminerai avant ma conclusion sur une dernière partie du corps que les anciens ont médité, bien qu'il n'ait pas eu la notion de l'influx nerveux, ce sont les nerfs. Les nerfs, Platon en parle cette fois au livre 1 des Lois, puisque les nerfs, en grec, ça veut dire les cordes, et il dit dans le corps humain, l'homme est mu par des cordes que sont le plaisir et la douleur. Et nous sommes comme des marionnettes qui sommes mus par le plaisir et la douleur. Et Platon dit il faut qu'à ces cordes, l'homme substitue le fil d'or de la raison. Il dit il y a des fils de fer. Les fils de fer, c'est plaisir-douleur. Le fil d'or de la raison sera, si vous voulez, le nerf qui doit structurer notre existence. Mais il y a aussi dans les légendes des légendes de vol de nerfs. C'est assez curieux. C'est dans les combats, par exemple, entre Zeus et le titan Typhon. C'est pourquoi j'ai mis la référence à Nonos de Panopolis. C'est un très beau poème, très long, une très grande épopée qui s'appelle les Dionysiaques, où on voit toutes les métamorphoses de Dionysos. Eh bien, au début, il y a une lutte entre Typhon et Zeus, et moment d'inattention de Zeus, Typhon vole les nerfs des pieds et des mains de Zeus, qui se retrouve donc incapable de lutter. Il les enferme dans une jarre gardée bien sûr par un dragon, et c'est Hermès qui va récupérer les nerfs de Zeus et lui donner. Il y a une variante égyptienne de ce mythe où, en volant les nerfs d'un dieu, on en fait une harpe qui sert donc à faire de la musique. Donc vous voyez la pluralité de ces significations. Mais pour terminer, j'aimerais lire un passage d'une fable de La Fontaine, celle qui s'intitule « Les membres et l'estomac ». Il est question dans cette fable de Messer Gaster, ou en d'autres termes de Monsieur Ventre ou de Sieur Estomac. La Fontaine écrit ceci: « De travailler pour lui, donc pour l'estomac, les membres se lassant, chacun d'eux résolu de vivre en gentilhomme, sans rien faire, alléguant l'exemple de Gaster. Il faudrait, disait-il, sans nous qu'il vécût d'air. Nous suons, nous peinons comme bêtes de somme. Et pour qui? Pour lui seul. Nous n'en profitons pas. Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas. Chaumont, c'est un métier qu'il veut nous faire apprendre. Ainsi dit, ainsi fait, les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Tous dirent à Gaster qu'il en alla chercher, donc de la nourriture. Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent. Bientôt, les pauvres gens tombèrent en langueur. Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Chaque membre en souffrit, les forces se perdirent. Par ce moyen, les mutins virent que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux, à l'intérêt commun, contribuait plus qu'eux. » Fin de citation. Cet apologue des membres et de l'estomac, qui est souvent cité pour montrer la nécessaire complémentarité des parties du corps politique, notamment dans l'histoire de Tite-Live. Mais cette fable indique aussi une leçon utile pour penser le corps humain. Il faut savoir, en effet, dépasser l'anatomie et la fascination pour le morcellement, ce qui, d'une certaine façon, est régressif. Le tout petit enfant qui a un corps éclaté, qui n'a pas encore le sentiment de l'unité du soi. Bon, ce que vous voyez dans des tableaux de Jérôme Bosch, où des têtes, des bras se promènent à travers l'espace, ça c'est comme Vézanique, c'est comme fou, si vous voulez, d'avoir un rapport à son corps comme fait de briques et de broc. Il faut un sentiment d'unité. Eh bien, il faut retrouver cette unité vivante du corps animé, la chair qui est totalité. Mais précisément, cette chair, ce dont je suis parti, n'est pas une totalité indifférenciée. Dans son traité sur le mouvement des animaux, Aristote dit « Imaginons un vivant qui serait un bloc de suif, complètement indifférencié. Bien, il ne pourrait pas vivre, il ne pourrait pas se mouvoir. Il faut de l'articulation, il faut de la variété. »
Notre corps est un organisme où s'unissent l'un et le multiple, le même et l'autre, qui s'harmonisent par leur synergie même. J'ai des mains, mais je suis mon corps dans la mesure où j'en use de telle ou telle façon. C'est dans l'usage que mon identité se constitue. Merci de votre attention. Pardonnez-moi d'avoir dépassé un peu l'heure. Dommage. C'est dommage. Je vous livre les questions des cyberbases. Alors, question de Luis. Quand vous évoquez le corps virtuel, diriez-vous qu'il s'agit d'une libération, d'une aliénation ou d'un dépassement du corps humain? Alors, cette question... Je vous répète plus fort. Quand vous évoquez le corps virtuel, diriez-vous qu'il s'agit d'une libération, d'une aliénation ou d'un dépassement du corps humain? Donc c'est une question qui est posée par une personne de Luis. Bien. Cette question donc, se rapporte au début de mon exposé quand j'ai fait référence au dictionnaire du corps dirigé par Marzano. Je vais essayer de répondre, mais je pense que cet auditeur aurait beaucoup de réponses dans le livre de Marzano parce qu'il y a plusieurs approches de cette question justement du corps virtuel et du rapport du corps et des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, les implants, le rapport entre l'électronique et le corps, les cyborgs, les corps qui sont en voie de transformation par la technique. Où commence, si vous voulez, le rapport du corps à la technique? Quand on a des lunettes, quand on a des lentilles, est-ce que c'est déjà... il est évident que de ce point de vue-là, c'est une libération, c'est-à-dire que le corps virtuel, c'est-à-dire le corps tel qu'il va pouvoir exister plus tard avec de nouvelles technologies, ces technologies peuvent pallier des maladies, peuvent répondre à un besoin. Donc je pense qu'il y a toujours eu, depuis le mythe de Prométhée, une inquiétude face aux techniques et aux technologies. Est-ce que ça va nous aliéner? C'est un peu le mythe finalement de celui qui est l'apprenti sorcier, qui est dépassé par ses créations, ou bien est-ce que ça va nous libérer? Bon, là, j'enseigne à Caen, je fais une réponse de Normand, oui et non. Question toujours de Luis. Les anciens se sont-ils posé la question pourquoi le corps est symétrique? C'est une question tout à fait intéressante que les anciens... là, il faudrait voir dans le texte de Pline sur l'histoire naturelle, et puis un très beau texte qui est que vous connaissez par l'homme de Vitruve, l'homme avec les bras écartés, que Léonard de Vinci a représenté. C'est au livre 3 du traité de l'architecture de Vitruve que ce grand architecte romain, il est contemporain de César, dit « Le temple doit être comme le corps humain, symétrique ». Et la beauté vient de la symétrie. Et c'est assez long, dans le livre 3 de l'architecture, Vitruve décrit non seulement la symétrie, mais aussi la combinaison des parties entre elles, la commensurabilité des parties. Donc il faut une tête rentre plusieurs fois dans le corps, la main correspond à la face, etc. Il y a, si vous voulez, une combinatoire modulaire entre les parties du corps. Donc ils ont pensé la symétrie, mais dans le détail. Et la justification, c'est par une conception de la beauté qui est une conception basée sur la symétria, la commensurabilité, le fait de l'équilibre. Il y a des questions dans la salle. Oui, alors il y a quelques jours, j'étais à cette place et je parlais des machines de théâtre. Et j'ai présenté donc comment dire, expliqué rapidement, avant la présentation du film, une scène du Royal de Luxe, de ces grandes marionnettes de bois qui font 7 à 8 mètres de haut, qui circulent dans les grandes villes.
Et alors, il y a un passage, et lorsque tu as évoqué les genoux, effectivement, c'est pas pour le fait que je sois même abîmé, c'est pas le problème, mais c'est vrai que il y a un parti pris dans ce théâtre de rendre les articulations complètement visibles. Et lorsque je m'en suis rendu compte dans l'amphithéâtre ici, lorsqu'il y avait des gros plans sur ces articulations, il y avait une émotion extraordinaire qui passait dans la salle, comme si justement le mouvement ne pouvait se voir que par les articulations. Je veux dire que un corps qui n'est pas articulé est un corps mort forcément. Et le jeu même de ces articulations était particulièrement émouvant. Et moi j'ai pu le remarquer parmi les gens qui étaient là. Voilà. Et autour de ces articulations, un petit complément, il y a dans les mythologies une réflexion sur l'inversion des articulations. Par exemple, du genou, il y a dans les représentations de vases grecs, on voit Dionysos, par exemple, avec la jambe inversée. C'est-à-dire que, alors là, c'est un signe de la puissance divine qui serait capable, si vous voulez, de courir devant et derrière. Alors que nous, on est obligé de nous retourner pour... l'homme n'est pas une voiture, il fonctionne très difficilement en marche arrière. Donc, alors que le Dieu pourrait se mouvoir dans tous les sens. Et dans certaines représentations, vous avez ça. Alors que pour nous... quand on a le sentiment que nos genoux vont s'effondrer, c'est un signe de fatigue, un signe d'effondrement. Et ce n'est pas du tout un signe valorisé, l'inversion de la position du genou. Ce serait la même chose, évidemment, pour le coude. Si soudain, le coude se pliait dans l'autre sens, c'est une désarticulation, pour le coup. Moi, je voulais... Si j'ai bien compris, donc à l'époque à Rome, le corps était même représenté. Il y a eu des sculptures de phallus, de vulve. Et pourquoi à notre époque, on en parle beaucoup, mais au niveau de tout ce qui est environnement, il est complètement effacé. Pourtant, on dit qu'il est libéré. Pourtant, on dit qu'il est... Alors, je crois que par rapport à la variété des cultures, j'ai essayé de chercher des isomorphes, c'est-à-dire des parties du corps qui sont signifiantes dans toutes les cultures, comme le pied, la main, etc. Il est certain, cependant, que selon les époques, si vous voulez, c'est comme un kaléidoscope avec les mêmes couleurs, qui sont les mêmes. On peut faire des configurations différentes. Et à notre époque, en effet, on n'exhibe pas le phallus ou le sexe de la femme, quoique... Au musée d'Orsay, vous voyez l'origine du monde, le tableau de Courbet. Mais c'est vrai que sur un magazine, vous voyez les seins d'Ariel Dombal, on se limite à ça. Donc les seins, on peut les voir, pas le reste. Mais à Rome, on voyait ces parties. En revanche, on ne voyait pas les pieds nus. La nudité du pied était considérée comme tout à fait impudique et qu'une matrone montre ses pieds nus à quelqu'un d'autre que son époux était quelque chose de tout à fait condamnable. Donc c'est mon idée du kaléidoscope. Je dirais la pudeur se maintient avec des interdits qui varient. Donc je ne crois pas que notre époque soit plus pudique que la Rome antique. C'est simplement que les pudeurs sont différentes. Un petit peu à propos de ça, vous avez parlé tout à l'heure du sexe et par rapport à la culture, Dieu et tout ça. Et là, vous parlez de la culture aussi, de la tradition. Vous avez parlé du sexe physique, mais vous n'avez pas parlé du plaisir et des organes liés au plaisir comme le clitoris, le gland. Qu'avez-vous à dire à propos de ça ? Si vous voulez, non, je dis ça, je pose cette question parce que justement, toute la culture, la recherche du plaisir, est-ce que ça a influencé la philosophie, la culture depuis le début de l'histoire ? Je pense que le plaisir est une notion centrale dans l'histoire de la philosophie, avec des options différentes. Parfois, on dit la vertu est quelque chose qui va être préférable au plaisir, donc on va minimiser le plaisir. D'autres types de philosophie vont dire le plaisir est le bien suprême. Il y a une profonde réflexion sur le plaisir. Quand on réfléchit sur le plaisir, assurément, le plaisir sexuel
est un plaisir important. Platon décrit en disant c'est le plaisir par excellence, c'est-à-dire c'est le plaisir le plus grand. Et cependant, il y a d'autres analyses du plaisir qu'on trouve par exemple chez Épicure, qui disent le plaisir le plus grand n'est pas le toucher de ses parties, des zones érogènes, c'est l'absence de douleur. C'est-à-dire, pourquoi donnerait-on le plus, si vous voulez? C'est pas tellement pour éprouver une jouissance sexuelle, mais c'est quand on a très mal que cette douleur disparaisse. Et ça fonde leur conception du plaisir comme ataraxie, comme absence de trouble. Alors, si vous voulez, il y a des visions différentes, je crois, de cela. Mais pour répondre à votre question, dans la tradition épicurienne, effectivement, regardez le poème de Lucrèce dans le De la nature. Le De la nature commence par les amours de Mars et de Vénus. Bon, c'est une description assez détaillée et que Lucrèce reprend au chant 5 en disant ce qui est important, c'est pas la passion amoureuse, la passion, si je puis dire, romantique, les âmes. Bon, non, c'est ce qui est important et qu'on doit rechercher, c'est le plaisir physique. Parce que la passion amoureuse nous rendra toujours malheureux, puisque l'être aimé n'est pas toujours présent, l'être aimé peut mourir, etc. Donc on sera frustré. Alors que le plaisir physique, bon, on peut toujours trouver, si je puis dire, un autre objet pour nous satisfaire. Alors, Lucrèce parle de divina voluptas, de plaisir divin. Et la divinité, à ce moment-là, est associée non pas à des plaisirs associés à la représentation, mais justement, il dit encore divinus tactus, donc si vous voulez, le divin touché. Et comme chez Aristote, chez Lucrèce, il y a un très très bel éloge du toucher. Bon, vous pourriez lire dans le chant 5 une belle interprétation du mythe d'Aristophane où les deux amants ne veulent plus faire qu'un au moment de la jouissance physique. Donc c'est l'idée justement que dans la jouissance physique, il y a l'abolition de la différence de la peau, si vous voulez. Que, bon, le mythe d'Aristophane, les hommes sphères qui ont été coupés en deux et on cherche notre âme sœur. Alors ça peut être très romantique. S'il n'y a qu'une âme sœur par vie, bon, évidemment, c'est l'élu, la princesse pour le chevalier au Moyen-Âge. Alors que Lucrèce, lui, il le prend au sens concret, c'est-à-dire c'est quand on fait l'amour qu'il y a cette fusion et déjà Platon dit quand les amants sont ensemble, que voudrait-il qu'Héphaïstos arriva pour les lier ensemble et faire qu'ils ne soient qu'une réalité. Alors abire in corpore toto, enfin il y a un beau vers latin qui dit il faut aller totalement dans le corps de l'autre. Dans le corps de l'autre, c'est ce que Lucrèce décrit. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais bon. Oui, vous parliez tout à l'heure des phénomènes de mutilation, et moi je voudrais venir sur les phénomènes d'automutilation qu'on retrouve aujourd'hui chez certains groupes, chez certaines personnes, et qui a priori éprouvent du plaisir à s'automutiler. Je voudrais savoir si dans l'histoire, notamment des sociétés occidentales, on retrouve des périodes où l'automutilation était quelque chose qui était assez important, assez représenté, et peut-être écrit dans certains textes que je ne connaîtrais pas forcément. Alors, les automutilations ou les mutilations qui ne sont pas des châtiments sont évidemment assez présentes dans des cultures dites primitives, dans des cultures non occidentales. Il y a un livre célèbre de Bettelheim qui s'appelle « Les blessures symboliques » où il décrit toutes les blessures que les jeunes reçoivent, aussi bien garçons que filles, pour entrer dans l'âge adulte. Et alors c'est excision, d'autres mutilations sur le sexe du garçon, bon, qui font, à vrai dire, un peu froid dans le dos quand on lit en détail, mais il dit, nous, ça nous paraît choquant, mais après tout, telle femme qui fait de la chirurgie esthétique et qui va souffrir pendant un certain nombre de jours parce qu'elle a eu telle ou telle opération,
ça dépend, si vous voulez, la finalité qu'on donne à ces mutilations. Et Bettelheim arrive, si je puis dire, à rendre acceptable, avec toute une réflexion justement sur le sang, qui est fort intéressante, le fait que dans la mutilation consentie, la mutilation voulue, on voit son sang, on se libère, on se purifie. Donc pour le sexe du garçon, pour le sexe de la femme, c'est la même chose. Alors dans les cultures occidentales, déjà à Rome, dans le droit romain, le citoyen romain a un interdit, il ne doit pas toucher à l'intégrité de son corps. C'est pourquoi les castrats, les eunuques, etc., le citoyen romain ne peut pas être castré, mutilé. Ce sont les esclaves, ceux qui ne sont pas citoyens. Et dans la pratique chrétienne, alors au début, il y aura encore des mutilations. C'est dans ma bibliographie le dernier titre, mutilation par voie de justice à Byzance. Bon, là, au début de la chrétienté, il y a encore des mutilations acceptées par l'Église, mais elles vont bientôt être condamnées. C'est-à-dire, ça apparaît attenter à la personne humaine. Donc, notre culture n'est pas une culture qui valorise l'automutilation. Alors, après les piercings, par exemple, ce ne sont pas tout à fait des automutilations. On ne se coupe pas l'oreille quand on se met quelque chose dans l'oreille. C'est une transformation, comme le tatouage. Le tatouage n'est pas une mutilation, c'est une appropriation, si vous voulez. Alors, la scarification, je crois quand même que c'est difficile de le penser comme mutilation. La scarification suppose qu'on garde un peu de peau, si vous voulez. C'est pas... Mais là, regardez Marzano, là encore, il y a toutes sortes d'articles sur mutilation, piercing, etc., sur les pratiques maintenant contemporaines, les usages du corps qui se modifient. On peut aussi peut-être parler des pratiques qui frôlent la pathologie, effectivement. Évidemment. Voilà, effectivement, certaines automutilations, dans le recul de la féminité, par exemple, on le voit, mais ce sont des pratiques qui frôlent la schizophrénie, quoi. Je veux dire que là, on a des oui, là, dans la pathologie, hélas, Van Gogh qui se coupe l'oreille, mais dans des asiles, c'est pratiqué. Je crois que c'est un sujet inépuisable et kaléidoscopique. Et je pense qu'il faudra que vous reveniez pour d'autres parties du corps. Merci beaucoup, en tous les cas, de l'invitation à l'UCAP.